Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mes auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Slimane Toumani dans l'invité du direct. Slimane Toumani, président de NCA Ruiba, président aussi de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Hassan Hadouj va nous accompagner dans cet entretien. Slimane Toumani, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, bienvenue à vous aussi. Alors, d'habitude, on vous a reçu déjà 2 fois à l'invité du direct. C'est trop. Depuis 4 ans, ça fait une moyenne de... C'est pas assez. Depuis 4 ans, la dernière fois, ça fait 10 mois. Je me réjouis d'être parmi vous. Voilà, et en fait, je voyais que la dernière fois, on vous avait reçu en juin, on pouvait parler des résultats de NCA et de prendre le pouls de votre entreprise, côté en bourse, c'est important. Aujourd'hui, au mois d'avril, on ne peut pas encore parler des résultats dans le détail, mais on peut avoir une indication sur la conjoncture de votre business, en gros, en 2016. Écoutez, en 2016, ça a été une année extrêmement difficile, compte tenu évidemment de la dévaluation du dinar, compte tenu de la déprime de la consommation en Algérie, et compte tenu du contexte propre au marché des boissons, caractérisé par beaucoup de concurrence déloyale, caractérisé par une multitude d'acteurs, beaucoup plus d'acteurs que le marché ne pourrait réellement supporter. Officiellement, sur le registre de commerce, il y a près au niveau de la base de données du registre de commerce, il y a près de 1400 acteurs. Nous, on a recensé au niveau de l'association des producteurs de boissons, il y a à peu près 200 à 250 acteurs, on va dire, qui sont actifs. Mais le chiffre le plus inquiétant que j'ai, c'est celui, évidemment, des fournisseurs d'équipements. Quand vous évaluez le nombre de machines installées par fournisseur d'équipements, on collecte l'information en discutant avec eux, combien tu as de machines, j'ai 100, j'ai 50, j'ai 30, etc. Vous réalisez que pour un marché à peu près de 3,5 milliards de litres, globalement, toutes boissons confondues, non alcoolisées, on parle, pour 3,5 milliards de litres, vous êtes sur un marché qui, en termes d'équipement, vous avez à peu près 40 milliards à 50 milliards de litres d'installés. Donc il y a une surcapacité La surcapacité, bon, elle s'explique par diverses raisons. Premièrement, évidemment, l'octroi d'avantages qui a été initialement mis en place au niveau de l'ANDI. On peut pas le reprocher. Bon, ça permettait de développer l'investissement dans quasiment tous les secteurs d'activité, mais surtout, le manque d'imagination et de créativité de la sphère entrepreneuriale. Monsieur Atmani, donc on a bien compris, 2016 était une année difficile. Vous n'êtes pas dans le secteur de l'automobile, il y en a qui pourraient dire pire. Ouais. Par quel biais est arrivée un peu la difficulté chez vous? Bon, il y a eu les licences, les quotas, bon, ça revient, je viens d'évoquer l'automobile. Il y a le secteur du BTP qui réalise moins parce qu'il a l'État comme client et qui commande beaucoup moins et qui paye d'ailleurs de plus en plus difficilement. On en parlera peut-être. Dans le secteur qui est le vôtre, l'agroalimentaire, la boisson, par où arrive la difficulté? Par la baisse du revenu des Algériens? C'est pas encore complètement avéré, ça? Non, mais la dévaluation du dinar a entraîné immédiatement une baisse du pouvoir d'achat. C'est pas la baisse des revenus, c'est la baisse du pouvoir d'achat, ce qui est différent. La dévaluation du dinar, elle n'a pas entraîné directement une baisse du pouvoir d'achat. Elle a entraîné une augmentation des prix des produits et ensuite une baisse du pouvoir d'achat. Vous avez sauté une séquence là. Oui, j'ai sauté la séquence évidemment. D'augmentation des prix. Vous l'avez sauté comme par hasard, évidemment. Comme je suis pas prof d'économie. Ouais, mais pour moi, ça va de soi. Nous sommes dans un pays qui est importateur de quasiment tout. Une dévaluation du dinar renchérit absolument tous les produits. La répercussion se fait. Alors moi j'entends ici et là des responsables politiques dire non, la dévaluation, nous opposerons à une augmentation de prix. Mais attendez, il y a le bon sens qui prévaut, et il y a les rationalités économiques de la vie d'une entreprise. Monsieur Othmani, le contenu en importation de vos produits, vous nous avez parlé de 40-45%, c'est toujours le cas ou ça augmente? Des produits que vous fabriquez vous-même? Non, on est bien au-delà de 40%, parce que quand vous avez, ça dépend. Si vous considérez que le sucre est acheté localement, nous on n'a pas beaucoup de contenants de sucre dans nos produits, mais si vous considérez que le sucre est acheté localement, donc c'est un contenant de moins. Si vous considérez
que, par exemple, les contenants en plastique, le PET sont achetés localement, c'est un contenant en moins. Or, le sucre est une matière première qui est importée, raffinée en Algérie. Le PET est une résine qu'on achète sous forme de granulés, qui est juste mise en forme localement. Il y a une petite partie de la valeur ajoutée. Voilà, donc on va dire globalement, on va dire probablement qu'on est à 55%. Hein. C'est pas un chiffre précis, mais il faut l'affiner. Hein. Il faut l'affiner. Est-ce qu'on peut détecter dans votre secteur une quelconque opportunité que la politique de restriction des importations de produits finis de l'État pourrait vous ouvrir? Pardon. Est-ce qu'on peut terminer sur la question? Vous avez augmenté vos prix récemment. On a augmenté, mais au début 2017. Attention, parce que vous m'avez posé au début la question, c'est par quel canal? Le premier canal, c'est la dévaluation. Le deuxième canal, c'est le prix de l'énergie qui a augmenté. Donc nous, les services de transport sont très sollicités. Donc ce poste-là a augmenté. Donc le prix du transport des marchandises. Pas de façon colossale. Non, mais pas de façon colossale. Mais quand vous avez 30% d'augmentation pratiquement sur le prix des carburants, ça augmente. Vous êtes obligé d'augmenter vos prix. Vous avez le choix. Soit vous augmentez vos prix, soit vous diminuez vos marges. Si vous diminuez vos marges, vous faites plaisir au gouvernement, mais vous ne faites pas plaisir à l'Algérie parce que vous hypothéquez les investissements futurs. Donc le réglage fin, il doit se faire. D'autre part, le fait d'être confronté à des hausses de prix de cette nature nous fait faire un exercice que nous faisions, mais pas avec autant d'intensité, c'est l'exercice des gains de productivité. Donc on met en marche toute la machine de réduction des coûts. Mais qui dit réduction des coûts, qu'on le veuille ou non, vous allez assister, et on le voit dans le secteur d'ailleurs de l'automobile de façon beaucoup plus massive, à des réductions d'effectifs, à des rationalisations sur des postes de travail. Il y a des postes de travail. Vous avez réduit les effectifs ? On pense quand même à rationaliser ce poste. Quand je dis rationaliser ce poste, c'est-à-dire qu'on ne recrutera pas davantage. S'il y a des départs à la retraite, on ne les remplacera pas. On essaiera d'élever le niveau encore plus que nous le faisions. Le niveau de nos ressources humaines, afin que certains puissent occuper des fonctions qu'ils ne pouvaient pas occuper auparavant. Et donc c'est de la substitution un peu. Alors, Monsieur Atmani, je voulais poser une question sur les opportunités que pouvait offrir la crise et la restriction des importations. Est-ce on peut pas envisager un début de mouvement de consolidation de votre secteur qui est très éclaté avec beaucoup d'acteurs fragiles? Est-ce que il y en a pas qui vont disparaître ou quelques-uns que vous allez peut-être racheter dans le cadre d'une politique de croissance externe? Consolidation, oui, il va pouvoir y avoir de la consolidation. Disparition de certains acteurs, oui, il y aura de la disparition, donc il y aura de la casse dans le secteur des boissons, c'est inévitable. À moins que certains acteurs continuent à évoluer comme ils le font dans la sphère informelle. À titre je vous prends un exemple, un des acteurs les plus actifs actuellement du marché, si vous allez sur le registre de commerce et que vous regardez ses comptes financiers, vous êtes troublé parce que je vois un peu ses capacités de production et son volume de production, son volume de vente. Il est 2 fois supérieur en installation à mon entreprise. Moi, j'ai en charge de personnel pratiquement 700 millions de dinars, et lui, il a en charge de personnel 70 millions de dinars, avec 2 fois plus d'équipements et avec autant de volume quasiment vendus sur le marché. Sur des postes de service, nous on a 1,3 milliard de dinars de services. Lui, vous allez trouver 150 millions de dinars de services. Sur le poste d'amortissement, il a 2 fois plus de machines que moi. Sur le poste d'amortissement, il est 40% de mes amortissements. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a du ménage à faire dans le secteur. Hassan, bizarrement, il demande pas le nom de ce concurrent. Non, ça sert à rien. C'est pas utile. Non, pourquoi je parle de ça? Parce que, franchement, il y a un exercice qui peut être fait pour un peu mettre de l'ordre dans la sphère économique algérienne. Alors on cible que les gens qui payent leurs impôts, que les gens qui sont transparents. On ne cible pas. Bon, c'est une litanie, une rengaine qui est répétée par beaucoup d'acteurs. Mais on le sent.
on sent qu'on va chercher l'impôt là où c'est facile d'aller le chercher. On ne cible que les acteurs loyaux. Voilà. Alors, non, une question. Est-ce que dans votre... Bon, il y a une démarche actuellement de mise en ordre. Vous avez du commerce extérieur mise en ordre. Bon, vous allez en parler tout à l'heure de façon plus générale, mais pour votre secteur, est-ce qu'il y a beaucoup d'importations de jus de fruits en Algérie? Il y a beaucoup de... Il y a pas grand-chose. Alors, on voit des petits contingents de temps en temps. Ce qu'il y a d'intéressant dans notre secteur, c'est que nous avons été rapidement très professionnels. À cause de deux choses. Premièrement, l'arrivée des multinationales du secteur des boissons a permis de professionnaliser le métier très rapidement. Mais le facteur déterminant, ça a été la naissance de l'Association des producteurs algériens de boissons, qui est une des associations professionnelles et probablement la plus importante et la plus active, la plus dynamique et la plus professionnelle. Ça a permis de changer l'état d'esprit des acteurs et de les amener à beaucoup plus de professionnalisme. Ceci a conduit à mettre sur le marché des produits de très haute qualité. C'était une véritable barrière à l'entrée pour les produits importés. Donc vous n'avez pas vu le marché algérien inondé de produits d'importation. Même si les droits de douane sont à zéro pour des produits qui viennent d'Europe, c'est marginal. Et bien au contraire, on passe notre temps à améliorer la qualité pour que cette barrière à l'entrée soit effective. D'accord ? Voilà, donc, les droits de douane sont à zéro. C'est-à-dire si un importateur de jus de fruits paye 0% de droits de douane. À un moment donné, oui, ils étaient à zéro. Mais on n'est pas dérangé par ça parce que aussi l'Europe, les producteurs européens et nous sommes mis dans les mêmes conditions. La raison est simple, c'est que le marché mondial des jus de fruits est conditionné par un produit qui est l'orange, et l'orange est contrôlé par le Brésil. Donc que ce soit l'Européen ou nous achetons dans le même pays. Nous achetons des produits qui sont similaires à 100%. La différence entre nous et les Européens, c'est que nous avons des difficultés à vendre ce qu'on appelle du 100% frais, du 100% pur jus frais qui vient du Brésil. On a des difficultés à le vendre parce que le prix serait véritablement inaccessible et ne serait pas à la portée du consommateur. Vous n'êtes pas concerné par le dispositif sur les licences d'importation pour l'instant? Non, c'est nos matières premières. Vous savez, attendez, si vous commencez à rentrer dans la logique des produits superflus qui est actuellement proposé et vendu à l'opinion publique, moi je sais pas les personnes qui emploient le mot superflu. J'aimerais pouvoir d'abord écrire un article, si un jour j'ai le temps, sur la notion de superflu développée par les politiques algériens. Je disais tout à l'heure à Hassan, je voyais un documentaire sur l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal et l'homme préhistorique. L'homme préhistorique est débarrassé complètement du superflu, c'est ce modèle qu'on nous propose. Attendez, les chaussures c'est superflu, la cravate que porte Hassan est superflu, le dentifrice est superflu puisque de toutes les façons les gens s'en accommodent pendant un mois, le mois de Ramadan, nous sommes dans une puanteur globale de gens qui arrivent avec une haleine fétide. Le dentifrice c'est superflu, à quoi ça sert, etc. Le savon c'est superflu, tout est superflu. Il faut penser l'économie différemment. Il faut enlever le mot superflu. Rien n'est superflu. Tout est utile, mais il faut le penser différemment. Oui, mais monsieur, alors là, on va s'adresser au président du cercle d'action de réflexion autour de l'entreprise, le think tank qui essaie de réfléchir aux politiques publiques et surtout à la promotion de l'entrepreneuriat. Quand on a la difficulté qu'a le gouvernement algérien, avec la chute de ses revenus extérieurs, le déficit devenu chronique depuis 3 ans de la balance des paiements, il faut quand même essayer de rationaliser les importations. Alors, si on essaie de prioriser plutôt telle catégorie de produits à telle autre, vous dites non, il faut, comment on régule? On laisse le marché, on taxe ce qu'on n'a pas envie d'importer, on oublie le mot superflu, mais... On dévalue le dinar? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez, ça c'est d'abord, pour ce qui concerne le déficit de la balance, je vous le disais à l'instant, pour moi il y a 6 pistes. Tout le monde les connaît, tous les cabinets d'expertise nationaux ou internationaux savent qu'il n'y a que 6 pistes pour régler le problème de la balance. La première piste, c'est les IDE. La deuxième piste, c'est les transferts de la diaspora. La troisième piste, c'est la gestion active des réserves de change. La quatrième, c'est les exportations. La cinquième, c'est la dette. Et la sixième, c'est la réduction des importations. Quand vous voyez pour chacune des pistes ce qui a été fait, vous vous demandez réellement si on est conscient de ce qu'on est en train de faire comme mal à ce pays. Concernant les IDE, on n'en veut pas réellement. On n'en veut pas réellement. La loi 4951, c'est pas qu'elle est bloquante au niveau de l'attractivité. Elle est bloquante certes au niveau de l'attractivité
partiellement, mais elle est bloquante au niveau de la vie d'une entreprise. Pour une multinationale, ils s'en foutent éperdument. Les PME, le gouvernement dit, je veux pas de PME étrangères. Ok, tu veux pas de PME étrangères, tu ne veux que des multinationales. Mais ton partenaire algérien, ça va être qui? Ça ne va être que l'État, parce que c'est une multinationale que tu as en face. Donc on est en train de refabriquer tout un tissu d'entreprises publiques, il faut le dire dans ce cas-là. D'accord? Concernant les transferts de la diaspora, cette diaspora-là, est-ce qu'on en veut? Si on en veut, on fait comme la Chine, on fait comme l'Inde, on fait comme le Maroc, la Tunisie, absolument tous les pays du monde, l'Afrique du Sud, la diaspora. Monsieur le Premier ministre, on lui déroule le tapis rouge. Si on lui déroule pas le tapis rouge, ça veut dire que si on lui donne pas des avantages pour qu'elle amène son argent, si on lui permet pas de rapatrier son capital quand elle l'investit dans le pays, si on lui permet pas de rapatrier ses dividendes, si on la rassure pas, cette diaspora ne viendra pas. Monsieur Atmani, vous avez déroulé 6 critères pour agir sur le déficit de la balance des paiements, mais vous avez mis la rationalisation des importations en 6e position. En dernier. Est-ce que c'est quand même pas la plus facile à mettre en œuvre quand même? Non, attention. Je l'ai mise comme étant une piste, mais il faut prendre conscience de l'impact de la rationalisation de ces importations sur un tissu économique qui est faiblement diversifié d'un pays qui dépend exclusivement de ces importations. Si vous voulez relancer aujourd'hui l'industrie algérienne, allez, on va faire un investissement massif. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les importations vont exploser, inévitablement, d'équipements, de services et d'intrants. C'est le cas dans le SKD déjà. Donc dites-moi, comment vous allez résoudre cette équation, puisque vous avez sur les 6 axes, vous n'en avez utilisé qu'un. Et le pire, la rationalisation des importations. C'est le pire, c'est le plus dangereux pour le moyen et long terme. Alors vous voulez régler un problème de court terme pour des considérations sociales. On est tous concernés par les considérations sociales. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi, mon entreprise qui est basée en Algérie, s'il y a des troubles sociaux, je vais la découper, je vais la mettre sur un bateau, je vais partir avec? Je suis concerné. Monsieur Atmani, quand même. Alors vous dites la rationalisation des importations, c'est le seul instrument qu'on a utilisé. Alors vous en avez énuméré. Vous avez dit le seul et le pire. Je veux ajouter le mot le pire. Pourquoi est-ce que c'est un instrument qui est pire et pour l'avenir? Vous dites vous ajoutez pour l'avenir. Pourquoi? Mais je viens de vous le dire. Oui. Je viens de vous le dire parce que vous hypothéquez complètement le développement industriel. Parce que vous faites mal aux entreprises qui produisent aussi. Parce que vous les mettez dans une situation aussi monopolistique, entre guillemets, vis-à-vis du marché international, enfin monopolistique. Vous les mettez en situation de marché clos, où vous allez avoir un déclin de la qualité inévitablement, parce que la demande locale pour le produit fabriqué localement va exploser, et vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vendre, entre guillemets, n'importe quoi, et qui ne vont pas essayer d'améliorer la qualité. Quoique certains le font. On va ouvrir une petite parenthèse académique. Vous êtes quand même à la tête d'un think tank. L'industrialisation par la substitution aux importations, par la mise en place de barrières à l'entrée qui permettent à une activité de se déployer dans un pays, vous y croyez pas? Non, je n'y crois pas du tout. Ça c'est intéressant parce que vous êtes un producteur national important dans un secteur, disons, de grande consommation, et vous dites la protection de la production nationale, ça marchera pas. Non, je n'y crois pas, et depuis plus de maintenant pratiquement 25 ans, chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis. Dans mon secteur, enfin pour mon entreprise, je n'ai pas peur de la concurrence internationale. Je suis prêt à l'affronter à une condition. Mettez-moi dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi, mettez-moi dans les mêmes conditions? Si un producteur européen bénéficie de droits de douane avantageux sur ses intrants, je vais être dans les mêmes conditions. Je vais vous poser la question différemment. Peut-être que dans votre secteur, c'est possible. Vous avez cité d'ailleurs des conditions un peu semblables. Vous avez la même matière première que vous allez chercher au Brésil. Bien. Ça vous met déjà dans une configuration où vous pouvez résister à vos concurrents européens. Est-ce que c'est vrai, par exemple, pour la sidérurgie? Dans quelques jours, il y a le complexe de Sabla qui va démarrer. Si on n'a pas une politique tarifaire sur le rang à béton, est-ce qu'on peut développer une filière sidérurgique en Algérie? Ce qui est vrai pour votre secteur n'est peut-être pas vrai, pour votre filière n'est peut-être pas vrai pour des activités plus capitalistiques qui nécessitent des investissements plus lourds. Je vais être honnête avec vous. Je suis pas du tout, moi, expert dans d'autres domaines. Ce qui est vrai pour un domaine peut ne pas l'être pour un autre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il y a du discernement qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'il y a des domaines qu'il va falloir véritablement analyser. Et moi, un des grands reproches que je fais depuis des années aux décideurs politiques sur ma casquette CARE, c'est que la notion de chaîne de valeur mondiale n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Le mot est employé, mais ce mot-là n'est pas pris à sa juste dimension. Quand je dis, s'il vous plaît, regardons la chaîne de valeur, par exemple, puisque vous voulez parler de l'automobile, regardons la chaîne de valeur automobile. On l'analyse, on s'assoit avec les acteurs, pas avec les cadres de l'administration. Ils font partie du groupe de réflexion. On s'assoit, on regarde la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur mondiale, on essaye d'imaginer à quel niveau et sur quel point on pourrait, nous, s'ancrer. Et à partir de là, les politiques développent réellement le cadre pour permettre un ancrage à la chaîne de valeur mondiale dans ce secteur-là. Exemple, alors dans l'automobile, ça nous amènerait à ne pas faire de l'assemblage en Algérie, mais à juste produire une partie de l'automobile pour d'autres sites. Moi, par exemple, je sais pas, je me pose la question, je me dis, est-ce que j'aurais fait ça? Je me suis posé la question. Je suis pas expert du domaine, je regarde un peu les évolutions du marché mondial, et je me dis, l'automobile de demain, c'est une voiture électrique. Ce n'est pas une voiture une voiture à moteur à explosion. Donc, peut-être que si je me projette sur du moyen et du long terme en Algérie, et si je suis politique, parce qu'un politique ne règle pas les problèmes du quotidien, c'est déjà, on est plutôt dans la prospective, je préfère de loin inscrire l'Algérie dans la chaîne de valeur automobile électrique du futur. On a bien saisi, c'est mon point de vue. Oui, absolument. On a bien saisi. Je me trompe certainement. Donc, dans la réponse officielle, du gouvernement au contre-choc pétrolier, vous considérez donc le choix du protectionnisme tel qu'il est déployé en ce moment n'est pas le bon, et c'est même le pire. Vous, dans vos propositions, vous inversez, vous mettez les IDE et l'attraction des IDE en premier. Les IDE et la diaspora en premier. Et la diaspora, elle fait partie. Elle en fait partie. Et alors, la gestion active des réserves de change. Est-ce que vous avez, on y arrive aussi. Est-ce que vous avez été à la tripartite d'il y a une année, je crois qu'à Annaba cette fois vous n'avez pas été. Si, le club CARE a été, on a même transmis un document, je pense que vous l'avez aussi reçu, notre document. Oui, alors sur cette question-là, est-ce que vous êtes écouté? L'attractivité, la diaspora. Écoutez, honnêtement, la tripartite n'est pas le lieu de négociation, n'est pas le lieu de discussion. C'est un lieu où chacun vient juste donner un speech. Pas forcément. Il y a en général un message qui est donné par les pouvoirs publics ou sans plus, et puis ça s'arrête là. Après, ça se termine par un déjeuner, et les gens s'en vont. Il y a pas cette notion réellement de tripartite tel qu'il y avait il y a quelques années, je pense en Algérie, auquel on a assisté d'ailleurs une fois. Moi, je n'y étais pas. C'est un des membres de CARE qui était. Attention, vous allez rendre hommage à M. Hamiani là. Non, c'est pas une question d'hommage à M. Hamiani, c'est que le gouvernement à l'époque, le format était un format de négociation, de débat, et il y avait quelques accrochages. C'est Alice au pays des merveilles, tout est rose, tout est clair. Il s'agit pas de dresser un tableau noir de l'Algérie. J'insiste. Il ne s'agit pas de dresser un tableau noir de l'Algérie. Je vais le répéter, je vais faire un peu comme certains politiques. Il ne s'agit pas de dresser un tableau noir de l'Algérie. Le pays regorge d'opportunités. Il y a un blocage au niveau de la saisie de ces opportunités. Il y a une incompréhension assez surprenante des mécanismes qui régissent l'économie mondiale. Visiblement, les experts qui gravitent autour du pouvoir sont des experts dogmatiques des années 70 qui n'ont pas évolué, qui ne regardent pas Internet, qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie. On ne peut pas le dire à l'encontre de la task force qui comportait 7 spécialistes qui ont fait des propositions qui, ils le disent maintenant, n'ont pas été suivies. Par exemple, sur l'essentiel, elles n'ont pas été suivies. Oui, je connais bien les membres de la task force et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre eux. Ils sont surpris. Parce que c'est assez étonnant qu'on fasse preuve d'aussi peu de discernement vis-à-vis du pays, vis-à-vis de l'avenir du pays. On peut être un acteur majeur de la Méditerranée
occidentale. On peut être un acteur majeur de cette Méditerranée occidentale. On ne se donne pas les moyens. On ne s'ouvre pas au monde. Je paraphrase Abdelaziz Rahabi quand il parlait d'un pays voisin, et je ne vais pas le citer parce que on s'énerve pour n'importe quel mot. Ici, le pouvoir s'énerve. Non, on va citer en disant que ce pays-là n'a pas beaucoup d'opportunités et a beaucoup d'amis, et nous avons beaucoup d'opportunités et peu d'amis. Nous n'arrivons pas à nous ouvrir au monde. On n'arrive pas à avoir un dialogue serein avec le sourire. Alors, on va me dire oui, mais nous on sait pas être hypocrite. Mais non, c'est faux. L'économie mondiale et la politique dans le monde, ça se gère pas avec la rejla et le nif et je te frappe et tu me frappes et je suis plus fort que toi. Quand on veut montrer ses muscles, il faut avoir un pays extrêmement fort militairement. Quand on veut montrer ses muscles, il faut qu'on ait un pays extrêmement fort au niveau du savoir et de la connaissance. Quand on veut montrer ses muscles, il faut qu'on ait un pays qui est très fort et solide économiquement parlant, etc., etc., Hassan, etc. Monsieur Othmani, donc vous présidez depuis de nombreuses années un cercle de réflexion économique qui joue un rôle important dans la réflexion économique en Algérie. Vous nous avez parlé des IDE. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les IDE ? Vous nous dites, on a insisté essentiellement depuis 2 ans sur la réduction des importations. On est en train de consolider le dispositif dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur les IDE ? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les IDE ? On le dit, on le répète inlassablement. Premièrement, la loi sur les IDE ne peut pas, le 49-51, ne peut pas être aussi exhaustif qu'il l'est. C'est pas possible. Il faut absolument définir certains secteurs. Alors, on l'a dit, le Club Caire l'a dit en premier le jour où la loi a été promulguée, 48 heures après. Silence absolument de tout le monde. Après des années, progressivement, on commence à reprendre ce qu'avait proposé Caire. Bon. Deuxièmement, ces IDE-là, aujourd'hui, quand vous les regardez, quand vous regardez un peu comment ils sont en train de fonctionner, ils ne demandent qu'une chose, de la stabilité juridique. Il n'y a aucune stabilité juridique. Troisièmement, ces IDE-là, ils ont besoin aussi d'avoir de la visibilité dans le pays. Ils ont besoin d'être rassurés. Comment? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de success story d'IDE en Algérie? Les gens en parlent très très peu. Comme si qu'on ne voulait pas dire. Par contre, on met en lumière tous les échecs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, les IDE sont décriés. Les IDE sont pointés du doigt. C'est ceux qui prennent leurs dividendes. Et pas uniquement par le gouvernement, y compris par les médias. Mais les médias, mais attendez, mais c'est quoi les médias? Les médias, c'est le fruit du formatage d'une population à qui on a dit depuis des années, l'étranger c'est l'ennemi. Stop, fin. Donc on est vraiment dans Camus. Donc il faut arrêter tout ça. Il va falloir qu'on ait une relation apaisée avec l'étranger. Nous n'avons pas de relation apaisée avec les étrangers. Si on devait aller plus loin pour reconstruire on va dire une compétitivité. Moi, j'ai écouté votre dernier invité, Monsieur Abdelatif Benachnou, le professeur, mardi dernier, je crois, qui disait que on a donné un très mauvais signal au reste du monde lorsqu'on a changé la loi sur les hydrocarbures de Monsieur Cheikh Ebrelil. C'était la première fois qu'il faisait l'apologie de la loi sur les hydrocarbures. Je l'ai pas entendu le dire auparavant, et il disait il aurait fallu maintenir en fait le régime des concessions. Bon, c'est pas ce débat que je vais lancer avec vous, mais aujourd'hui, un des signaux forts, ce serait de revenir, pour ce qui est de l'amont pétrolier, de revenir à ce type de loi qui permet aux compagnies étrangères d'avoir un accès direct au gisement. Est-ce que vous avez une mesure en tête qui, pour le reste du business, hors hydrocarbures, pourrait rendre beaucoup plus attractive et donner de la visibilité sur l'Algérie? Vous avez été un des partisans, par exemple, de la levée du contrôle de change et de l'évolution progressive vers la convertibilité du dinar, qui aurait comme principale fonction de permettre aux flux rentrants de devenir aussi des flux sortants, tranquillement. Est-ce que vous le maintenez dans le contexte du crise aujourd'hui? Écoutez, ma question est un peu longue, mais elle est précise. Je vais prendre il y a une première partie qui n'est pas liée à la question, qui est liée à la croissance.
l'Algérie veut absolument avoir de la croissance, ce qui est tout à fait normal. On a envie de vivre, tous, les Algériens, les jeunes qui sont là, moi-même, vous-même, on a envie de vivre dans un pays qui s'épanouit, donc qui croît. Quand vous regardez cette croissance, et je paraphrase feu Abdelmajid Bouzidi, personnage que je respectais beaucoup, que j'aime beaucoup, bien de l'évoquer, qui m'a aidé à comprendre la notion de croissance. Mais évidemment, il y a d'autres considérations au niveau de la croissance, mais il parlait des 4 moteurs de la croissance, que sont l'investissement, la consommation, les exportations et la commande publique. Quand vous regardez ces 4 moteurs, aujourd'hui, je le dis, je le répète, ils sont en panne. Il n'y a aucune raison qu'ils devraient être en panne. Un pays qui regorge d'opportunités, pourquoi les investissements en panne? Les investissements sont en panne parce qu'on a un problème, et je vous l'avais dit dernièrement, on a un problème de stock de capital. En fait, le stock de capital aujourd'hui disponible ne peut pas couvrir les besoins d'investissement du pays. L'investissement, je parle des particuliers qui veulent monter des usines. Il n'y a pas suffisamment de capital dans le pays. Il y a un manque de liquidité au niveau des banques, mais même les personnes sont en manque d'equity, comme on dit en anglais, de fonds propres. D'accord? Évidemment, tout le monde a des biens immobiliers, des maisons, des terrains, etc. Mais le cash, il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir soutenir une politique d'investissement pérenne. D'où les IDE. N'oubliez pas, gardez en tête toujours ce schéma croissance implique inévitablement une croissance des importations. Donc il y a du réglage à faire, ou bien il faut l'accepter. Et donc pour faire face à cette rareté du capital, parce qu'on peut l'appeler aussi comme ça, les investissements directs étrangers. Les IDE sont une solution, la diaspora est une solution, la dette est une solution, même si on est dogmatique sur ce sujet, mais il va falloir absolument y aller. Monsieur Atmani, vous faites confiance à l'État algérien pour s'endetter à l'international. On sait comment est utilisée la dette. Elle peut être mal utilisée. On a pris un crédit à la Banque mondiale, en revenant justement sur le marché de la dette, 900 millions de dollars. La Banque africaine. La Banque africaine de développement, qu'est-ce que j'ai dit? À la Banque mondiale. À la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, ça va arriver. La Banque africaine de développement, 900 millions de dollars, et c'est pas adossé à des projets précis. Hein. Oui. Donc on peut penser que c'est un soutien à la balance des paiements. Franchement, je peux pas me prononcer. Humblement, je ne connais pas et je n'ai pas vu. Donc vous dites, il faut pas avoir peur de s'endetter. Il faut pas avoir peur de s'endetter. Mais évidemment, il faut institutionnaliser cela. Quand je dis institutionnaliser, dans le sens où ce mécanisme d'endettement, l'usage de cette dette-là, il faut qu'il soit fait dans un cadre concerté entre les acteurs. Il n'y a pas que le gouvernement qui fait fonctionner l'Algérie. Le gouvernement est un des acteurs du fonctionnement de ce pays-là. Le monde entrepreneurial, le monde syndical, la société civile sont des acteurs du fonctionnement de ce pays. Ils ont leur mot à dire. Quand on leur explique, les gens comprennent. Mais quand, dès le départ, on les met dans une logique dogmatique, l'endettement, on dépend de l'étranger, et en avant, et c'est répété inlassablement tous les jours, ça marche pas. On peut vous rétorquer une seconde. On peut vous rétorquer par rapport aux IDE, parce que vous insistez beaucoup, et vous dire, on n'a pas été au bout de ce qu'on peut mobiliser du capital national. Vous dites qu'il n'est pas extensible à l'infini, qu'il est plutôt limité, mais comme on n'a pas ouvert certains secteurs d'investissement au privé algérien, on peut pas savoir. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. C'est quand même pas normal. Vous vous êtes éloigné du FCE, vous considérez, vous l'avez même quitté, vous considérez que, comment vous expliquez que le FCE, qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir, avec monsieur Ali Haddad à sa tête, n'ait pas réussi à déverrouiller certains secteurs d'investissement? Je pense notamment à la banque privée algérienne, au transport maritime, au transport aérien, l'enseignement supérieur. Ça s'est pas fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 6 syndromes. J'ai pas eu l'occasion là lors de cette émission, mais je parlais des 6 syndromes de l'Algérie. Je vais les reprendre, les 6 syndromes de l'Algérie, parce que je veux qu'ils soient ancrés dans la tête. Ces syndromes-là, c'est étonnant, mais le pouvoir algérien fonctionne avec ces syndromes-là et il s'en accommode. Il les remet pas en question. Chaque syndrome, normalement, il devrait être traité. Le syndrome de la crise de la dette des années 80-90, donc ça, c'est un syndrome, on le traite. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles conséquences ça a eu? Est-ce que j'aurais pu mieux faire?
Mais ça, on l'a traité puisqu'on s'est désendetté. Maintenant, on n'a plus de dette du tout. On s'est désendetté. Est-ce que ça a été le bon choix? Mais c'est ce que je dis. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça a été le bon choix, etc. Le deuxième syndrome, Khalifa Bank. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'État à Khalifa Bank? Ma position, quelles conséquences sur l'économie algérienne, son impact sur au niveau international. On a 15 banques privées. Il en faut plus. Il en faudrait plus. Ça suffit pas 15 banques privées. Non, elles sont pas nationales. Mais il y a 15 banques privées de droit algérien en Algérie. Il n'y a pas 15 banques, il y a pas 15 banques privées. C'est des banques internationales, mais il y a aucune banque algérienne privée. Qu'est-ce qu'elle apporterait de plus, une banque privée algérienne? Par rapport aux 15 qui existent déjà. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi le 49-51? Pourquoi on force les gens à être dans une logique de 49-51? Non, mais une banque algérienne, Qu'est-ce que ça apporterait plus à un marchand de cacahuètes qui serait associé à un Algérien? C'est la même chose. Non, mais on se focalise un petit peu là-dessus. On nous dit, il faut est-ce qu'une banque privée algérienne, elle bouleverserait le secteur du crédit en Algérie? On apprendrait le métier. On participerait à des conseils d'administration. Regardez les conseils d'administration. Je peux ajouter quelque chose, monsieur Atmani. Les conseils d'administration des entreprises publiques algériennes. Franchement, j'ai envie de pleurer. J'ai regardé comme ça partiellement les CV de quelques membres de conseil d'administration d'entreprises publiques algériennes. Vous ne pouvez pas faire fonctionner de façon autonome, indépendante et efficace une entreprise publique algérienne avec des conseils d'administration où les gens ne sont pas concernés par le conseil. Ils sont pas, et la vie de l'entreprise, sont concernés par leur jeton de présence. Ce sont des postes honorifiques qui sont donnés. Alors le jour où tout ça va changer, mais on peut pas changer ça avec une baguette magique. Donc déjà, laissons l'Algérien prendre pied dans son environnement. On lui interdit tout, on lui interdit la banque, on lui interdit l'avion, on lui interdit le bateau. Bon, maintenant ça commence un tout petit peu. On lui interdit, attendez, la nouveauté. On lui interdit des secteurs où potentiellement il pourrait être en situation de monopole. Alors vous déposez un investissement où potentiellement vous pouvez vous retrouver en situation de monopole parce que la taille du marché fait que il peut pas y avoir deux acteurs. Alors là on vous interdit, à moins d'avoir comme partenaire l'État. Vous êtes algérien, mais ça c'est des règles non écrites. L'Algérien n'est pas chez lui dans son pays aujourd'hui. Le chef d'entreprise algérien réellement ne se sent pas à l'aise chez lui dans son pays parce qu'il est soumis à des règles non écrites extrêmement dures. C'est ça qui doit changer. L'État doit s'occuper de régulation. L'État, on est prêt à lui donner toute la puissance qu'il veut. On est derrière. On n'est pas devant. Ma question, non, moi je relève quand même un élément de contradiction dans les propos que vous tenez. Vous nous avez dit le stock de capital disponible aujourd'hui en Algérie n'est pas suffisant. Oui. On peut pas investir dans tous les secteurs, etc. Il faut faire appel aux IDE. Maintenant, vous nous dites, il faut ouvrir tous les secteurs pour laisser les entreprises. Laisser les gens investir. Par exemple, j'ai pas de stock de capital pour pouvoir investir dans tous les secteurs. Mais moi, je suis investisseur algérien. Peut-être que je peux rentrer à 10%, mais je peux pas rentrer à 49%. Et je peux attirer un investisseur étranger sur un secteur d'activité dans lequel j'ai envie de rentrer, mais pour lequel j'ai pas suffisamment d'equity. J'ai pas de quoi mettre 49. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne le projet. Eh ben oui, je suis en train d'abandonner le projet parce que j'ai pas l'equity. J'ai de quoi mettre 5%, j'ai de quoi mettre 10%, mais j'ai pas de quoi mettre 49%. Mais pourtant, il faut mettre 49% dans ce projet-là. Je peux pas le faire. Ben, qu'est-ce que je fais? J'abandonne, etc., etc., etc. Non, il y a pas de contradiction. La question que j'avais posée, c'était pourquoi on n'a pas réussi à changer cet état de fait? Parce que cet état de fait, on le connaît. Il était déjà là, il y a 3 ans avant la crise. On se disait, il y a de l'argent public, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Le pouvoir se partage un peu la rente comme il veut. Aujourd'hui, on est dans un contexte de rareté. On a besoin d'investir, de créer de l'emploi. Pourquoi ça n'a pas changé? Pourquoi ces secteurs restent fermés? Non, ça changera pas. Ces secteurs restent fermés parce que pendant des années, on a raconté qu'il fallait fermer. Pendant des années, on n'est pas sorti de la LFC 2009? Non, on est enfermé dans la loi de finances complémentaires la plus contraignante qui existe. Juste revenir aux 4 moteurs de la croissance: l'investissement, la consommation, l'exportation et la dépense publique. L'investissement, je vous ai dit, il est faible l'investissement en Algérie. Donc déjà un moteur qui est quasiment en panne. La consommation, elle est déprimée aujourd'hui. Il faut être clair, l'État fait tout pour réduire la consommation. La dévaluation du dinar y a contribué, certes, mais globalement, on essaye de freiner la consommation. Deuxième moteur qu'on arrête. Parce qu'on pense que ça profite. Je suis pilote. Parce qu'on pense que ça profite en priorité aux produits importés. D'accord. Je suis pilote d'avion, j'ai du carburant.
que je peux manager différemment, mais je suis pas en train de le manager différemment. J'ai 2 moteurs que j'ai déjà coupés. 3e moteur, les exportations. Elles sont, à part les hydrocarbures, c'est les hydrocarbures qui me ramènent un petit peu de carburant dans mon avion. Bon, ça, c'est bon. Et le reste, c'est franchement insignifiant. Et ça, c'est le syndrome Rebrab. Alors, les syndromes, on va y revenir. Le 4e, c'est la dépense publique. La dépense publique, on vient de l'éteindre. On vient de freiner. On vient de réduire, etc. Aujourd'hui, l'avion plane. Soyons sérieux. L'avion plane, alors que c'est un avion qui peut parfaitement voler, à condition qu'on arrête avec les dogmatismes, l'étranger. Arrêtez avec ces IDE qu'on veut contraindre, qu'on veut enfermer, qu'on veut serrer. Arrêtez avec ce contrôle d'échange qui est complètement aberrant. Le signal fort qu'il faut envoyer, c'est un signal de confiance à la population. Si, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, tout à l'heure. Si on dit à la population, le dinar algérien va être convertible le 1er janvier 2020. Nous devons travailler tous ensemble à ce projet. Ça veut dire quoi, travailler tous ensemble? Ça veut dire booster l'économie. Ça veut dire atteindre des taux de croissance qui sont peut-être à 2 chiffres. C'est utopique. Je n'en conçois, je le conçois. Mais un taux de croissance qui ait du sens à l'économie algérienne, un pays où la démographie est en train d'exploser, un pays où la consommation énergétique explose. On ne peut pas ne pas envoyer des messages de ce type-là, mobilisateurs. Nous n'avons pas de message mobilisateur. On a un message, serrer la ceinture, c'est la crise. Et si moi je dis c'est la crise, Slim, il est en train de dresser un tableau noir. Je ne dresse pas un tableau noir. L'Algérie a un potentiel extraordinaire. Je finis avec les syndromes. Les syndromes. Le syndrome Khalifa Bank. Le syndrome Jay-Z. C'est un des syndromes qui conditionne actuellement la politique IDE de l'Algérie. Le syndrome Rebrab. On peut dire un mot, hein. Une IDE qui marche bien et qui est nationalisée. C'est ça le syndrome. Mais les IDE qui marchent bien, il y en a plein en Algérie. Des multinationales qui réussissent, il y en a plein. On ne veut pas en parler. D'accord. Le syndrome Rebrab. Le syndrome Rebrab, justement. Le syndrome Rebrab, c'est un acteur algérien qui s'est positionné sur un secteur qui, de toutes les façons, ne permettait pas l'arrivée d'un deuxième. Donc, on est dans une situation monopolistique. De fait, ça se gère. Les oligopoles dans le monde, ça se fabrique. Et ensuite, l'État régule tranquillement l'oligopole. Donc, cet acteur monopolistique au début, mais c'est pas son choix. C'est la taille du marché qui fait que si vous installez... On parle de quel produit, monsieur Slimani? On parle du sucre, pas de l'huile. Oui, pas de l'huile. Le sucre. Si vous installez une raffinerie de sucre, en plus vous l'installez sur un port, plus personne ne peut vous battre. Plus personne ne peut vous battre. Eh bien, c'était à l'État de comprendre cela et d'entamer une discussion intelligente, pas une discussion de bagarreurs de quartier, venir et je vais le casser et je vais le détruire et je pousse des gens à investir dans le secteur, des investissements non rentables. Il y a un différentiel de $80 quasiment à la tonne entre le sucre de la Brab et le sucre d'autres qui se retrouvent sur les terres. C'est aberrant. C'est là. On est dans une situation de dépenses, de devises complètement incohérentes. Ça, on l'a bien compris, mais le syndrome Rebrab, est-ce que c'est pas, pour l'avenir, quelque chose de plus grave? Parce que, est-ce que c'est pas le syndrome d'un industriel qui réussit trop bien apparemment pour l'exécutif. Personne ne réussit trop bien. Non, moi ce qui m'inquiète, enfin ce qui me préoccupe, c'est que monsieur Rebrab est en train de nous annoncer un nouveau modèle industriel, en fait, d'industrialisation. C'est la colocalisation, et ça va se concrétiser de façon spectaculaire avec l'ouverture de son usine qui est annoncée à cet type-là au mois de juin. Il nous dit que il est capable, d'après les projections qu'il fait, d'exporter 2 à 3 milliards de dollars, disons, d'ici 2020. Par an, d'ici 2020, pour des produits électroménagers. Est-ce que ça, c'est une démarche, de votre point de vue, qui vous paraît réaliste? Est-ce que cette histoire de colocalisation, c'est un modèle qui fonctionne bien? Et est-ce que ça peut faire, parce que là, vous allez parler des exportations, est-ce qu'il peut faire, justement, sauter, lui, ce plafond de verre des exportations à 2 milliards de dollars, là, sur lesquels on est depuis un quart de siècle? Je veux dire, moi, ce dont j'ai peur, c'est que M. Rebrab réussisse trop bien et que, apparemment, ça semble gêner l'exécutif algérien. Et c'est quand même un problème. Non, il ne faut pas avoir peur qu'il réussisse très bien. Au contraire, l'exécutif algérien devrait regarder... Comment dupliquer?
Comment dupliquer, exactement. L'exécutif algérien, il devrait être heureux d'avoir un chef d'entreprise comme ça, qui est en train de bousculer les préjugés et de dire, on peut exporter de qualité et en volume. Donc, est-ce que le modèle marche? C'est à lui d'assumer. Il est investisseur, il prend le risque. Alors, la grande nouveauté aussi, qu'on est en train de vendre, et qu'on essaye véritablement de rentrer dans le cerveau et des médias et du peuple algérien. Un investisseur ne doit pas faire appel aux banques. C'est quoi cette nouvelle théorie-là? C'est quoi cette nouvelle théorie qu'on entend dans les réunions actuellement au niveau des ministères? Un investisseur industriel, étranger et algérien, il doit pas faire appel aux banques. C'est quoi cette nouvelle théorie? Il faudrait qu'on m'explique. Ou bien je deviens fou, ou bien vraiment le pays est en train de marcher sur la tête. Si vous arrivez avec un projet, que vous le posez sur la table, on vous dit, on vous pose la question, combien la banque va mettre? Admettons que la banque mette 50% et que vous mettiez 50% des... Oui, mais pourquoi votre partenaire étranger ne met pas la totalité? C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette histoire? C'est absurde. Mais c'est quoi? Mais il faut qu'on explique, qu'on arrête de dire aux gens cette histoire que les investisseurs étrangers ne vont pas faire appel aux banques. Mais bien sûr qu'elles vont faire appel aux banques nationales. C'est comme ça que ça fonctionne l'investissement, qu'il soit de service ou industriel. Un investisseur amène ses fonds propres et fait appel au secteur bancaire. Si on pense qu'une économie ne fonctionne pas comme ça, eh ben il faut le dire haut et fort et être capable d'assumer son choix économique et de le dire et d'affronter absolument les experts du monde entier, algériens en priorité, et de leur dire en face, messieurs, un investisseur doit avoir 100% du capital libéré sans crédit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Othmani, vous êtes quand même un industriel, vous, un petit peu atypique. Vous êtes un petit peu atypique parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous êtes un producteur national important, vous êtes contre la protection du marché national, ce qui paraît un peu paradoxal, disons. Bon, mais c'est peut-être parce que vous avez deux casquettes. Non, vous nous avez expliqué pourquoi, très bien. Je vous ai pas dit que pas partout. Non, très bien. Pas partout. Je vais paraphraser une personne qui est un observateur de la politique algérienne, qui a dit, cette phrase-là, cette semaine, je l'ai entendue, je veux la répéter. Il a dit, ici, on réglemente massivement pour pouvoir punir sélectivement. Bon, écoutez, cette phrase-là, il faut la garder en tête. Très bien. Moi, je voudrais enchaîner sur une autre question, justement, qui, je veux dire, qui fait partie du côté un petit peu atypique de vos positions. La plupart des producteurs nationaux, disons, sont hostiles à la dévaluation du dinar, sont hostiles, en fait, à la démarche que vous prônez, vous, de mise en convertibilité du dinar, parce que un dinar administré, ça les arrange, évidemment. Qu'on s'entende bien, bon, hein, il y a beaucoup d'invités du direct qui sont passés ici, qui ont dit, je peux citer le professeur Mdahi, par exemple, qui a dit, la convertibilité, c'est une chute, une dévaluation du dinar assurée et une fuite de capitaux monumentale. Bon, c'est un expert reconnu, mais c'est un expert qui a une position arrêtée concernant la convertibilité du dinar. Je ne partage pas son point de vue. Ça, c'est un. Deuxièmement, les opérateurs économiques demandent une chose, de la stabilité, que ce soit du taux de change, que ce soit du cadre réglementaire. Ils veulent de la stabilité. De la visibilité, vous voulez dire. Non, mais la stabilité. La visibilité est la conséquence de la stabilité. Quand vous avez de la stabilité, vous pouvez vous projeter sur du moyen et du long terme. Moi, aujourd'hui, quand je pose un business plan à la banque, je lui dis pas, écoutez, il y a une rubrique prise de change, imprévisibilité du pouvoir algérien. On peut prendre un risque de change, mais changer les règles de jeu de façon brutale, systématiquement, la fiscalité, on n'a pas parlé de ce volet-là, de la cohérence fiscale, tout ça. Mais là, je veux dire, depuis un an, monsieur Othmani, depuis un an, la valeur du dinar, elle est administrée, elle est stable par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Je vous ai parlé de convertibilité, mais j'ai pas parlé de. Je veux dire, cette démarche, ça vous paraît dangereuse ou est-ce qu'il faut l'arrêter? Écoutez, je pense que le travail sur la gestion du taux de change est un travail d'expert pointu. Slim Othmani, petit chef d'entreprise que je suis, n'est pas capable d'exprimer un point de vue technique sur la gestion du dinar algérien et du taux de change en Algérie. Vous-même, vous êtes président de CAIR, vous avez des opinions là-dessus. Oui. On a une opinion, mais franchement, on n'est pas suffisamment outillé. Il faut des outils évidemment de simulation, il faut de la prospective. Regardons les prospections, du moins regardons l'évolution du marché algérien à moyen et long terme, l'évolution des cours pétroliers, la situation économique mondiale. C'est ça qui va conditionner certainement le taux de change. Les échanges
d'échange de l'Algérie avec quel pays? Est-ce que l'Algérie qui est en train de switcher, qui souhaiterait switcher vers l'Asie, est-ce que c'est à son avantage en termes de taux de change? Oui, non. Monsieur Atmani, donc on va finir. On a dépassé de beaucoup les 45 minutes de l'invité du direct. Une dernière question. Vous avez parlé de 4 moteurs de la croissance et vous nous avez bien expliqué les 4 moteurs étaient éteints, coupés. Donc on est en fait on est en train de voler l'Algérie est en mode vol plané sans propulsion. Alors mais j'ai dit une chose, il y a du carburant. Il y a du carburant. Dans l'avion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour allumer quel est le moteur qu'il faut rallumer le premier? Vous avez parlé des dépenses publiques, de l'investissement, des exportations. Si vous devez faire une recommandation, quel est le moteur qu'il faut rallumer en premier, ou les 2 premiers moteurs qu'il faut rallumer? Le moteur, c'est le pilote qu'il faut changer. C'était ma question en fait. Là, c'est pas le carburant, c'est pas l'avion, c'est le pilote. Le copilote et tous les gens qui sont dans la cabine. C'est Hassan Haddouche qui le dit. Attendez, pour l'histoire. Je clôt en disant. Premièrement, j'avais parlé des prérequis, leadership, communication, participation des acteurs et pas de dogmatisme. Dans les prérequis, le leadership, je l'ai mis en premier. Qu'il n'y a pas suffisamment de leadership et il n'y a pas suffisamment de mobilisation de la population autour du projet de l'Algérie de 2030. C'est quoi l'Algérie de 2030? C'est l'Algérie de CKD, SKD? On ne sait pas. Bon, oublions cette notion de vision. Il y a des gens qui disent on n'a pas besoin de vision, mais on a besoin de leadership. Le leadership, il va s'articuler autour de quoi? Autour d'une aspiration. Pour moi, l'aspiration, par exemple, de la convertibilité est une aspiration légitime du peuple algérien. Le peuple algérien veut vivre comme tous les gens, tous les pays du monde entier. Il veut travailler, gagner sa vie et que son argent ait de la valeur. Qu'il puisse s'épanouir. Il n'a pas envie de faire de la politique. Vous croyez que 40 millions d'Algériens ont envie d'être à la tête du pays ou gérer l'armée ou autre? Non. C'est des citoyens. De dire ça, monsieur, parce qu'au moment où on a parlé, on a commencé à parler l'année dernière, au mois de mars exactement, d'un nouveau modèle de croissance. Ça fait moins d'un an. Bon, vous dites il y a pas de leadership, il y a pas de projet. Non mais attendez, est-ce qu'il a été construit et écrit par les acteurs? Est-ce qu'il a été partagé avec les acteurs? Vous-même, vous en parlez tous les médias en parlent. Mais est-ce que vous l'avez lu? Vous l'avez lu par personnes qui vous ont donné en cachette le document. On a des éléments d'information. Mais c'est pas comme ça. On partage avec le peuple. C'est le peuple. Dans la vision, les Européens ont fêté à 15 jours le 50e anniversaire du traité de Rome. Pas dans l'enthousiasme. Il y a 60 ans. Ouais. Le Maghreb, monsieur Atmani, est-ce que c'est pas un élément constitution du rêve d'avenir, la vision 2030, etc. Bien sûr, mais je pense que on pourra faire une autre émission autour de la question maghrébine, qui est plus campagne. Alors c'est drôle, ils se rencontrent, ils s'embrassent, ils se disent oui, ça y est, nous le Maghreb est important. Qu'est-ce que vous faites pour ce Maghreb? L'Algérie et la Tunisie, 2 pays consubstantiels. Je l'ai écrit dans une interview, enfin je l'ai dit dans une interview dernièrement, je le redis. 2 pays consubstantiels. Pour ceux qui connaissent pas le mot, qu'ils aillent regarder dans le dictionnaire. 2 pays consubstantiels. Frontières fermées. On monte les peuples les uns contre les autres de façon vicieuse. Localement, chaque pays a ses groupes qui sont contre, machin. C'est quoi le projet on maintient une frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Est-ce que ça a du sens? Oui. On maintient une frontière entre ces 2 pays, mais c'est une stupidité. Si on veut relever la frontière, on est ouvert avec la plus grande économie du monde, qui est l'Europe, et on ferme, et on a peur. On a peur d'un pays de 10 millions. Et le pays de 10 millions, il a peur d'un pays qui représente pour lui une opportunité énorme en termes de diversification de l'économie, de marché, avec lequel il peut on peut rendre les 2 économies complètement interdépendantes. Eh ben, niet, on fait rien. On maintient des positions, encore une fois, des dogmatismes. Il y a un prérequis pour ouvrir la frontière, c'est l'union douanière. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Le même tarif d'entrée des produits qu'on arrive sur le port, est possible. À la Goulette ou à Alger. L'union douanière est possible et Caire est en train de travailler sur un document où nous allons poser sur la table cette question de l'union douanière. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on a de raisons d'espérer. Des produits qui circuleraient librement, au moins entre la Tunisie et la Libye et l'Algérie, en attendant de régler la question du Maroc. Monsieur Atmani, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre,
il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.